notre civilisation dérape complètement. Donc, on n'est plus dans dans une époque où les difficultés de la vie faisaient que tu pouvais pondérer un peu tout ce qui t'arrive, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, les gens n'ont pas ce recul. Enfin, c'est difficile de l'avoir. Et si t'es pas amené, ou t'es pas éduqué, ou t'es pas alerté par des artistes, des œuvres qui te disent « Ah ouais, effectivement, tiens... Et le plus tôt possible, parce qu'après, le sac à dos qu'il faut vider et nettoyer, il est très lourd. » Philippe Valmont prête son timbre aux acteurs Luke Wilson, Paddy Considine, Will Arnett et parfois James Franco, notamment dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Mais la trilogie de super-héros qu'il a portée, c'est en compagnie de Christian Bale, le Dark Knight de Christopher Nolan. Personnage qui va le conduire aux jeux vidéo, et là on pourra l'entendre sur Call of Duty Black Ops 2, Fear 3, The Witcher 3, D3 Become Human, Cyberpunk 2077 ou The Quarry. On pourrait également citer les films d'animation Détective Conan, ou les séries One Piece avec le perso Shiki le Lion d'Or, ou bien Steve dans Invincible. Nous parlons d'égyptologie, de fatigue de la voix, de phoniatre, évidemment de Batman et de son interprète, et de son fameux pétage de câble qui a fait le tour du monde. C'est un nouvel épisode qui débute. Les auditeurs prêtent l'oreille. Ils se demandent ce qu'on va bien pouvoir raconter comme ânerie. Parce que oui, en général, je fais une petite intro où on parle de tout et de rien, histoire de se mettre en jambes. Souvent, on déconne et parfois, on apprend des choses. Alors Philippe, penses-tu qu'on va apprendre des trucs intéressants aujourd'hui ensemble ? Alors, intéressant, je sais pas. On va parler de choses passionnantes, ça c'est évident. Qui nous passionnent, nous, en tout cas. Oui. On risque d'en apprendre un peu sur toi déjà. C'est déjà pas mal, ce qui est le but. Mais toi, quelle est la chose que tu aimerais le plus apprendre ? La physique quantique, lire le cyrillique ou comment guérir une sciatique. Non, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup apprendre, c'est en savoir davantage sur la spiritualité de l'Égypte de la 18e dynastie, c'est-à-dire ce moment où Aménophis III avait déjà fait des réformes religieuses, mais son fils, qui s'est appelé... Aménophis, le fils. non. 4. Akhenaton par la suite, mais Aménophis IV a essayé de faire, et ce qu'il a raté. Pourquoi l'Égypte ? Pourquoi l'Égypte ? Parce que j'ai fait un voyage fabuleux l'année dernière qui m'a extrêmement excité, qui m'a fait voir des choses avec une autre perspective sur notre monde actuel. Par exemple, les découvertes d'Imhotep qui ont façonné la pensée grecque. On sait maintenant que Platon a passé 13 ans à Memphis, dans une école religieuse, la maison de vie, et ça a forgé sa pensée. Donc quand il est revenu en Grèce, il a monté son école sur cette base-là. Je trouve ça fascinant. Donc on a une racine là-bas qui est très profonde. Bah ouais, l'Égypte, de toute façon, on dit que c'est le berceau de l'humanité. Enfin, là où ils ont, en tout cas, inventé tellement de choses, dont les mathématiques. Oui, la mathématique, la géométrie, c'est incroyable. Ouais. Ce qu'on découvre sur la précision de leurs calculs et leur façon de voir la géométrie, c'est fascinant. Ouais, je sais, j'ai vu Astérix, il y a des géomètres. Voilà. Otis, l'invention de l'ascenseur. Ah, voilà, exactement. Incroyable. Non, mais c'est vrai que l'Égypte, c'est fascinant. J'ai toujours voulu y aller. J'ai peur de... En fait, je recule. J'ai peur d'être déçu, en fait, de ne découvrir que des ruines. Tu vois, des pyramides un peu qui... Ok, bon, tu me dis non, tu me rassures. Il faut lire beaucoup avant. C'est intéressant d'arriver pas vierge. Sur qui, sur quoi, en particulier ? Marc Gabor. Pour moi, c'est un des égyptologues qui a le plus écrit de façon claire, qui est Champollion non aussi. dogmatique. Non, Champollion, il a fait un travail de transcription, mais c'est très peu abordable, c'est difficile à lire. Non, je pense à Gabor, je pense à Fernandez, qui a écrit sur la 18e dynastie des choses fabuleuses. Voilà, des choses abordables. Il faut vraiment éviter... c'est-à-dire d'avoir
un début de bagage qui te permet d'appréhender, parce qu'en fait, quand tu vas là-bas, tu as toutes les époques au même endroit. Mais il y a forcément des moments de cette civilisation qui vont te toucher plus. Donc si tu les as un petit peu définis avant, Je vois. tu vois, tu seras plus sensible à certaines choses, à moins d'autres. Il faut trier. Parce que tu iras chercher là où ça t'intéresse, du coup. Tout est partout. Enfin, c'est le Nil qui est une colonne vertébrale de vie qui a été colonisé très rapidement. Dès le début de la civilisation égyptienne, tout le Nil est l'axe de vie, l'axe de la structure de la société. Le droit a été à la base créé sur les contraintes qu'imposait le Nil. Un exemple très bête, tous les ans, le Nil était en crue, ouais. Et donc quand la crue descend, le paysan qui cultivait tel endroit, la colline, elle n'existe plus. Il y a des limons partout, donc ça a été raviné. Donc il a fallu organiser le droit pour que dans ce village, chacun ait sa zone de culture, mais tous les ans, il y avait un scribe qui disait oui, effectivement, toi t'étais là, maintenant tu vas prendre cette part-là, et toi celle-là, etc. Il a fallu organiser tout ça sur des évidences de vie, des choses que tu découvres quand t'es sur place, et tu vois, c'est tellement simple, ça devient très clair. Donc il y a plein de périodes d'Égypte, de l'histoire égyptienne, et certaines vont plus te parler que d'autres. Donc il faut avoir déjà un petit peu, je pense, débrouillé le terrain pour savoir qu'est-ce qui va vraiment t'exciter. Moi, c'est la 18e dynastie et toute cette aventure de Néfertiti et Akhenaton. Et leur enfant, Toutankhamon, il y a un sujet qui est fabuleux, là. Ouais, il y a beaucoup à dire. Ouais. Je pense que je pourrais même faire un épisode entier sur et encore même plusieurs, 10. Oui, avec 2-3 bons spécialistes. Ouais, ça pourrait être. Et on a des brillants égyptologues français, donc n'hésite pas. Bah ouais, surtout s'il s'appelle Danny. J'ai pas la ref. Danny Brillant. Oh, t'es con. Putain. Ouais. Bon, tu coupes tu peux alors monter. ça, bien sûr, je vais couper. Pourquoi es-tu devenu comédien? Oh là là. D'habitude, je demande comment, question. Mais là, pourquoi? Pourquoi? Parce que par nécessité. Nécessité. Ah oui, c'est absolument. Dans ta tête, tu pouvais pas faire. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de français qui m'a emmené voir un des derniers spectacles de la troupe de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. J'avais 15 ans. C'était Les Oiseaux d'Aristophane. Et je suis sorti de ce théâtre au rond-point des Champs-Élysées. J'étais démonté. Vraiment démonté. Je me suis dit, il y a 20 adultes là sur scène qui passent leur vie couverts de plumes à raconter des choses complètement folles, à te percuter sur des pensées, des visions du monde, de la politique, de la démocratie, de le vivre ensemble. Et j'étais sidéré. C'est quoi qui t'a plus touché? C'est le fond, la forme? C'est le message vraiment? C'est tout. Oui, c'est le message, c'est surtout l'engagement de ces gens sur un plateau. Là, tu te dis, mais c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. À 15 ans, tu as eu cette révélation? Oui, dans cette forme-là. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a emmené voir beaucoup de spectacles. Et quand j'ai vu le ballet du Bolchoï à 6-7 ans, je me rappelle ce danseur qui était habillé en oiseau, encore des oiseaux. Ouais. Et il avait une tête énorme pour qu'il apparaisse plus petit sur scène. C'est un procédé. Okay. Et j'ai des images de cet homme dansant en oiseau. J'étais fasciné. Mais j'avais complètement oublié le contexte familial ne me permettait pas d'envisager une carrière artistique. Parce que tu parles d'oiseau, l'oiseau c'est la liberté. Tu parles aussi à 15 ans, ces gens qui faisaient toutes choses folles sur scène, c'est aussi la liberté. Est-ce que c'est L'oiseau, c'est pas la liberté. Non. C'est quoi alors? L'oiseau, c'est un animal qui a des contraintes de vie terrifiantes comme tous les autres animaux. Ah ouais? Ben oui, il est prédateur, il a des prédateurs, il est dans une chaîne alimentaire où il doit survivre comme tous les autres. Donc c'est pas un symbole de liberté. Voler, oui, c'est une idée, c'est une très belle idée, mais c'est une idée. Lui, tous les jours, il lui faut de l'eau, il faut qu'il se réchauffe le matin à l'aube, c'est pour ça qu'il hurle. Enfin, il vit, quoi. Il est dans la vie. Ok. Ok. Marrant.
En quoi ta formation ou ton expérience t'ont-elles préparé à incarner une telle diversité de rôles? Parce qu'après cette révélation, Je tu pense t'es à formé. évidemment, je pense à mon premier maître, Elisabeth Rodriguez, qui était nourrie de la méthode Stanislavski et, qui donc nous faisait aborder les personnages avec notre viande, nos tripes, mais au service des contraintes imposées par l'auteur, circonstances imposées par l'auteur. Donc forcément, ça t'amène à regarder ce que tu peux donner comme profondeur, et puis ce personnage que tu vas incarner, il vit dans des circonstances qui sont absolument pas les tiennes, un milieu socioculturel qui n'est pas le tien, une époque qui n'est pas la tienne, et des contraintes de vie que tu dois intégrer. Et donc, toi, tu mets ton aliment humain au service de ça. Donc, forcément, il y a une pluralité, il y a des horizons que tu connais pas, et t'apprends à aller vers des choses qui sont totalement inconnues. Donc, t'es pas toi. Et ça te fait quoi quand tu deviens pas toi? Ah ben, c'est mon travail. Ça me fait quoi? Il y a deux sentiments là que ça m'évoque. C'est la sensation de chuter, parce que tu es dans une vie, et comme dans la vie, t'es pas maître des événements. Donc cette chute, elle est constante, et tu vis avec. Et en tant que comédien, t'apprends à avoir ça comme repère, si t'es vraiment en train de vivre le moment, ou si ou t'as anticipé les choses et que t'es en train de redonner quelque chose qui a déjà été mentalement digéré, etc. Tu vois. Donc là, t'es plus dans quelque chose d'authentique, de l'instant. Deux sentiments, celui-là, et puis l'autre, c'est ton repère intérieur est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que dans ce que tu es en train de jouer, d'interpréter, c'est vraiment toi? Ton repère intérieur, est-ce que c'est vraiment toi? Oui, c'est-à-dire que tu peux plaquer de l'extérieur des choses. Oui. Ou tu peux faire de la voix. Tu vois, techniquement, tu peux, Ouais. tu sais, on sait maîtriser cet outil-là. Maintenant, si tu plaques de l'extérieur, ça va être extérieur. Si tu y mets ton aliment, tu es originel, donc original. C'est toi. Alors qu'est-ce que tu appelles l'extérieur? L'extérieur, c'est toutes les préconçus qu'on a de quelque chose. Ok. Et l'intérieur, c'est ce qui vient vraiment. Ouais. Est-ce que tu apportes à ton rôle? Est-ce que tu donnes toi à ton rôle? Alors ça, c'est là où le travail avec le directeur artistique est essentiel, puisque moi, j'ai pas à m'intéresser à ce que j'apporte au rôle. C'est au directeur artistique d'avoir un œil dessus. Ah, ok. Et moi, d'être totalement souple et de prendre ces indications pour continuer à rester sur mes repères intérieurs. Alors, il y a mon bagage technique qui fait que je sais où je dois aller pour servir ce qu'il y a là, puisque j'ai des contraintes techniques terribles avec la rythmo. Donc ça, je sais les nourrir. Mais le travail du metteur en scène, mon travail avec le directeur artistique, c'est d'entendre où il faut aller pour rester sur mes repères intérieurs. C'est clair? J'essaye d'assimiler tout ça. Et c'est pour ça que je parle d'intérieur et d'extérieur, parce que tu peux être par facilité être amené à aller vers quelque chose que tu as déjà fait, que tu sais faire, etc. Mais quel ennui! Donc ça te donne... Quand tu refais un rôle que tu as déjà fait ou qui est similaire à ce que tu as déjà fait, c'est moins nourrissant, c'est ça que tu veux dire? Non, parce qu'il n'y a jamais de rôle pareil. Ah. Jamais. Le rôle que je vais servir en doublage, ça va être un rôle qui a été travaillé par un comédien sous la direction d'un metteur en scène, et donc leurs deux univers se sont mélangés. Dans les circonstances imposées par l'auteur, le scénariste, ils vont proposer quelque chose, et le réalisateur, il va capter ça. Donc forcément, il n'y a jamais deux choses pareilles. C'est impossible. Et si j'arrive avec ce préconçu que ça va être pareil, je vais me faire... Tu vas nulle part. Vraiment, je vais m'emmerder. Ouais. Et si on parlait de Luke Wilson,
Ah, génial. Le frère d'Owen, est-ce qu'il y a un film ou un rôle qui t'a particulièrement marqué avec lui? Oui, c'était Panique aux funérailles. Pourquoi? Parce que parce qu'il est, il a été dirigé assez différemment de ce qu'il a l'habitude de faire. Tu sens une vraie fragilité. Il est en comédie extrêmement impulsif et ça, il sait assez bien le gérer. Il y a 2 films. Il y a celui-là et puis Henry Paul is Here, qui est un rôle où il a... Attends, d'abord le premier. Panique aux funérailles. Il a une vraie fragilité vis-à-vis des filles qu'il n'arrive pas à draguer, son échec amoureux. Et là, il a développé quelque chose dans ce personnage qui est très très beau, qui est très fragile. Et j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment magnifique. Ok. Dans Henry Paul is Here, c'est un gars qui a, dans sa baraque, sur un mur extérieur de sa maison, l'apparition du visage du Christ. Je sais pas. Ok. C'est une angoisse totale. C'est-à-dire que non seulement il est remis lui-même en question dans ses propres valeurs spirituelles, okay. Et qu'est-ce qu'il est lui par rapport à ça, qu'est-ce que ça vient foutre sur son mur. Mais en plus, il est harcelé par une communauté qui prend ça comme quelque chose de complètement mystique. Ouais. Et donc, il lui colle quelque chose. Et il est en révolte. Et donc, il a des impulsions de jeu qui sont absolument magnifiques. Ça c'était génial à doubler. Ok, j'ai pas vu ça. Marrant. Ah, c'est pas du tout son registre, donc c'est assez marrant. On est loin de Zombieland, quoi. C'est quoi son registre pour toi? Là où il est demandé, où c'est le genre idéal qui en ratage total, quoi. Qui est en quête de reconnaissance parce que il va d'échec en échec dans la difficulté de la vie américaine, tu vois, et le mec il gère pas. Ouais. Et ça c'est beau. J'ai comme référence, j'ai Ross dans Friends, et complètement ce que tu viens de décrire. Oui, c'est un peu le stéréotype américain. Mais ouais. Ross, il a plus de distance. Lui, ce que j'aime beaucoup dans son jeu, c'est que il y va vraiment. Il peut être, il n'hésite pas à être moche. Ouais, ok. Tu vois, être vraiment moche parce que il mouille la chemise. Parce que la vie le heurte. Alors, j'ai pas été très client de Friends. J'ai très peu regardé. C'était chouette. Il paraît. Ouais, c'était bien marrant. Mais dès qu'il y a des rires, moi, ça m'emmerde. Ça me cadre un truc. Et c'est très difficile. Alors, je comprends la difficulté aussi de la traduction et de la version française qui va obliger à mettre des rires pour les overlaps, etc. Ouais. Des rires synthétiques. C'est compliqué. Et donc, il n'y a pas ce ressenti spontané d'un public présent qui réagit à ce qui se passe réellement en face de lui. Donc, ça devient chimique. Et quand c'est chimique, ça m'emmerde. Oui, non, bah ça, je peux complètement comprendre. Tu connais un peu le parcours de son frère, Owen, ou pas trop? Un peu, mais de loin. Peu. Tu saurais pas me dire, grosso modo, comment il se différencie, là où il se différencie? Non, parce qu'ils sont 3. Comment il s'appelle le 3e? Je sais plus. Ouais. Google. Je vais regarder. Non, je ne connais pas assez l'évolution de leurs 2 carrières pour avoir un schéma intéressant. Les frères Wilson. Donc ouais, je pense que le plus connu, c'est Owen, il me semble. Ici, oui. Là-bas, je sais pas. Ici, oui. C'est vrai que... Je sais pas. On compète avec Luc, quand même, là-bas. Dumb and Dumber, j'ai adoré. J'adore ce genre de film à la con. Andrew Wilson, le 3e. Andrew, voilà. Okay. Merci. Ouais, à mon avis, il a fait beaucoup moins. Donc, le tien, il a 53 ans. Et Andrew... Ah ouais, je vois sa tête, ok. Bah non, il a 60 ans, c'est même l'aîné, dis donc. Ok. Bon, comment il s'appelle? Owen, il a quel âge? Auvent Wilson. C'est le cadet. 56. Donc non. C'est Luke Wilson, le cadet. Ok. Ouais. C'est marrant. Ok. Mais quand je pense à Owen, je pense surtout à... Ce qui est peut-être pas forcément judicieux, mais je pense surtout à
Comment il s'appelle ce réalisateur unique on en a parlé encore récemment avec Bernard Métro, qui fait Bill Murray dans ses films. Wes Anderson, bien sûr. Luc aussi a fait des Wes Anderson. 1 ou 2. T'as pas souvenir? I think so. Tu crois pas? Je ne crois pas. Tiens, La famille Tenenbaum. Je l'ai pas doublé. Ah, Mardas. Des rares que j'ai pas doublé. Dommage. Ouais. Dommage. C'était un film des années 80, fin des années 90. Famille Tenenbaum, c'était 2001. 2001. L'Odyssée de l'espace, peut-être. Oui, il y a les 2 frères. Enfin, il y a Luke et Owen. Ouais, c'est pour ça que j'étais persuadé qu'ils étaient 2 et pas 3. J'avais complètement oublié. Pardon, Andrew. Je t'avais complètement oublié. Ouais. Il est... J'ai l'impression que quand je l'évoquais, tu t'es éveillé, t'as fait « Ah ouais, il est cool ». J'ai l'impression que quand on t'appelle pour le faire, tu te dis « Chouette, j'ai passé un bon moment ». Oui. Pourquoi cette connexion avec ton comédien? Parce que quand tu passes du temps sur un comédien, il y a quelque chose qui s'est dessiné dans sa façon d'interpréter. Tu sais comment ses impulsions vont arriver. Tu as commencé à adopter... tu sais comment tu vas pouvoir adopter un certain nombre de choses qui viennent de lui, dans sa spontanéité, dans la façon dont il se laisse cueillir dans les moments. Donc, là, tu parles d'une familiarité qui s'installe entre lui et toi. En quoi elle est jouissive, finalement, cette familiarité? C'est de l'empathie. Et plus tu comprends quelqu'un, plus ton empathie, elle est évidente, simple. Tu partages ses émotions vraiment. Oui, et puis et puis mon travail, il est d'être dans son rythme et dans son énergie, donc forcément, tu y vas très facilement. Tu l'as fait combien de fois? Tu saurais dire? Une vingtaine. Ouais. Plus d'une vingtaine. Il a fait des séries aussi, non? Ouais. Ok. Elles étaient bien? J'ai pas vu. Moins que les films. Moins marquant que les films héros. C'est très formaté. Alors, c'est des grosses choses. Stargirl, c'est des séries de super-héros pour jeunes publics, enfin, adolescents. Ouais. Je suis moins client. Ok. Je suis moins client. Je vois. Détective Conan. J'ai vu que tu avais fait 5 ou 6 films dessus, j'ai pas vu ce truc. Tu saurais me raconter? Oui, il s'est avéré que je crois que c'est la Toei, une maison de diffusion, qui sortait des films suite à la série. Ouais. Et donc je me suis retrouvé là-dessus. Je trouvais ça assez génial. L'idée, là, j'ai découvert le personnage et son univers, ce détective qui se retrouve dans la peau d'un gamin. Et qui assume complètement cette posture, mais qui continue à mener son enquête. Ah, c'est ça l'histoire, donc c'est un adulte qui se retrouve dans le corps d'un enfant. Ouais. Mais il continue, il fait quoi? Il fait des enquêtes? Il mène son enquête pour savoir qui l'a mis là, et quel est ce deep state derrière qui contrôle l'évolution de notre civilisation. Alors je vois qu'en thème, il y a détective effectivement, et romance. Il y a des histoires de romance. Oui, c'est pas majeur. Bon, alors voilà. Mais ils le mettent en romance, mais... Ok. Et un manga écrit et dessiné par Gosho Aoyama. Voilà. Aoyama. La série débute le 5 janvier 1994. Ah oui, donc toi, tu l'as fait début des années 2000, je crois? Ouais. C'était des longs métrages. Ok. De mémoire, si je dis pas de bêtises. Qui concluait la série? Faut que tu m'aides, parce qu'il y a des œuvres sur lesquelles on arrive... hyper vite, on en repart aussi vite, elles sont marquantes pour le public, mais toi, t'as pas vraiment conscience de ce que tu fais, tu fais ton travail du mieux que tu peux, et t'es pas forcément au courant de... La Japanimation, de manière générale, c'est un truc que tu suis ou pas trop, de loin? Alors, il y a des choses sublimes, parce qu'il y a une liberté de scénario qui est absolument géniale. Ouais. Mais aussi bien dans les productions européennes, françaises. Arcane, j'ai adoré. Ouais, c'était fou, ça. Enfin, la première saison, deuxième saison... Non, ouais. La première saison était vraiment bien écrite. Ouais. Très bel univers. Et il y a une liberté de scénario, c'est un peu comme dans le cinéma coréen. Je suis fasciné par leur liberté. Et ils s'emmerdent pas avec les quotas et les machins que nous, on a, enfin, surtout les States. Et les quotas, et puis la censure morale, quoi. Ouais,
Ils ont envie d'écrire ce qu'ils veulent, enfin ce qu'on avait nous il y a 50 ans et voilà, qu'on a perdu. Ouais. C'est pour ça que c'est les pires des proches en puissance, ces gens-là. Ouais, c'est pour ça que de plus en plus de gens se tournent vers le cinéma et l'entertainment coréen, Je asiatique. déteste ce mot. Le divertissement. Entertainment, divertissement. Coréen. Moi, j'ai pas besoin d'être diverti de ma vie. Vraiment, je déteste ce mot. Ah, t'aimes pas le divertissement, non, terme divertissement? L'idée du divertissement, de l'entertainment, je trouve ça insupportable. C'est vraiment une des grandes maladies de notre époque. Les gens ont besoin d'être divertis de leur vie, tellement elle est insupportable, en fait. Est-ce que tu crois? Ouais, mais alors la vie est vachement angoissante avec l'actualité, notamment. Mais est-ce que tu crois que c'est parce que toi, tu vis tes rêves quelque part, que t'en as pas besoin? Non, je pense qu'il faut arrêter d'être aveuglé par l'idée qu'on pourrait ne pas vivre nos vies vraiment, et donc on aurait besoin d'être diverti de cette vie. On vit nos vies. Vraiment. Et j'ai surtout pas envie d'en être diverti de ma vie. Vraiment pas. J'ai envie d'être nourri par des choses, mais pas diverti de ma vie. Je crois que c'est le cas pour 100% des gens. Non, mais c'est une question à se poser. C'est comment être vraiment au cœur de ma vie et comment aborder cette idée que j'ai besoin d'en être diverti pour pouvoir l'assumer ou pour pouvoir la supporter. Non, tu te poses les vraies questions. Enfin, oui, il y a des choses dans ta vie qui sont insupportables. Faut les aborder, les gérer. Et c'est pour ça qu'on voit autant de burn-out à 45-50 ans. Hein. C'est tout à fait normal. Ou même bien avant maintenant. À toute époque de la vie, enfin, je pense. Et les angoisses existentielles adolescentes qui sont insurmontables pour certaines personnes parce qu'il n'y a pas eu cette ouverture d'esprit à gérer. Enfin, c'est normal ce que tu es en train de vivre. Cette douleur, elle est normale. Il faut la gérer. Je crois que c'est des œillets qu'on se met. C'est des milieux... Ouais, c'est... notre civilisation dérape complètement. Donc, on n'est plus dans dans une époque où les difficultés de la vie faisaient que tu pouvais pondérer un peu tout ce qui t'arrive, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, les gens n'ont pas ce recul. Enfin, c'est difficile de l'avoir. Et si t'es pas amené ou t'es pas éduqué ou t'es pas alerté par des artistes, des œuvres qui te disent « Ah ouais, effectivement, tiens... Et le plus tôt possible, parce qu'après, le sac à dos qu'il faut vider et nettoyer, il est très lourd. Donc, plus tôt c'est, mieux c'est. Donc le divertissement serait un mal? Non, pas du tout. Le divertissement est une partie de la culture. Mais le prendre comme un divertissement, c'est faire une erreur, je pense. Alors comment faut le prendre? Que c'est une culture et que tu te cultives. Et c'est pour ça que tu passes beaucoup moins de temps avec cet état d'esprit devant des merdes. Parce que tu te cultives. On est dans une ère, une époque, là, qui a une quinzaine d'années, de la gestion de l'attention. On monnaie ton attention. C'est ridicule. Tu es maître de toi. C'est toi qui la donnes, ton attention, ou qui la donne pas. Il faut avoir cette mesure-là. Sachant que ça fait à peu près 15 ans, même moment que tu parles, même tranche d'années, qu'on paye les cerveaux les plus développés sur Terre. Avant, on les payait pour fabriquer des fusées, nous emmener dans les étoiles. Aujourd'hui, pour nous rendre accros à nos applications, On est quand même responsable. Mais du coup, nos cerveaux sont moins bien armés pour résister à l'armada. Tu en es responsable. Qui est développée. Ah, t'en es totalement responsable. On est d'accord. Mais c'est la base du truc. Mais c'est de plus en plus difficile d'y résister, justement, parce que... Ah, pas pour toi? Non. Okay. J'adore sortir de chez moi sans mon téléphone. Hein. Aucun problème. Je pense que tu es une exception. Mais c'est... je suis au regret. Je flippe quand je vois des gens sortir le téléphone en plateau. Je suis halluciné, quoi. Ouais, moi, c'est plus en... Je regarde jamais l'heure quand je travaille. Tu bois un verre avec un pote, et puis tu vois deux gars à une table, et puis ou un couple, ils sont tous les deux avec...
Oui, mais si par exemple, Leur téléphone. t'es en couple et que tu veux savoir, tiens, à quelle heure est la séance de cinoche, Non, moi je te parle c'est génial. des gens C'est fabuleux, ce qui truc. sont en couple et qui, plutôt que de discuter, Ouais, bah ça, il faut qu'ils se gèrent. sont sur TikTok. Oh. Ouais, mais là, tu te questionnes sur ton couple. Et c'est du quotidien que je vois ça. Hein. Alors, ouais, non, mais ok. Mais il y a tous les glissements possibles. Face à ça, il y a tous les glissements possibles. Ouais. Qu'un DA en plateau est en train de gérer son planning du lendemain parce qu'il y a des merdes, des machins, c'est normal. Ou son client, ou une adapte, ou un truc, parce qu'il est en train de taffer et que c'est un outil de communication rapide avec lequel il a besoin d'interagir. Aucun problème, tu vois. Mais je regarde jamais l'heure quand je bosse. Je regarde de temps en temps mon téléphone si je suis en stand-by d'une réponse, d'une convoque, d'un truc, mais parce que c'est très défini. Je ne suis pas disponible pour le flux d'infos qui est vomi. Bon, c'est pour ça que je suis très très peu présent sur Facebook ou sur Instagram. C'est du vomi de cerveau malade quand même, Facebook. t'as eu la chance de grandir avant le développement des réseaux sociaux. Ouais, mais détrompe-toi, il faut arrêter les généralités. J'ai quelques copains dont les enfants autour de moi ont entre 15 et 25 ans. Mhm. Ils ont cet état d'esprit de « Ok, on a laissé le téléphone à la maison, c'est pas un sujet, quoi. » Parce que les parents les ont éduqués. Parce qu'il y a cette prise de conscience sur qu'est-ce que tu fais de ton attention. Toi, comment tu te nourris. On a eu une grande discussion avec des potes il y a pas très longtemps sur « Ouais, mais tu vas chercher de l'info, etc. » Sérieusement, l'info, elle est où aujourd'hui? Elle est dans les livres. Il n'y a pas d'autre source d'infos. La stimulation constante dans laquelle on te maintient de soi-disant « faut que tu sois informé », c'est pas de l'information. Ça va pas t'éduquer, ça va pas t'enlighter, tu vois, ça va pas te construire. Te vendre l'angoisse, pas pareil. Ça te vend ce qu'il est nécessaire de vendre. J'ai lu ce matin que mais ça veut pas dire que, excuse-moi, ça veut pas dire que ce qu'on évoquait comme divertissement, dont le média le plus important, c'est maintenant Internet, c'est plus la télévision, n'est pas une source d'infos fabuleuse. Tout ce que j'ai lu en égyptologie, je l'ai trouvé sur Internet. Parce que tu as le Collège de France qui publie tous ses rapports, tu as des vidéos de toutes les interviews, toutes les conférences, tu as montagne de choses. C'est comme tout, il faut filtrer, bien sûr. Il faut aller chercher ce que tu veux et savoir que ce qui va être imposé a un autre but que le simple fait de t'alimenter. Ça veut pas dire que le contenu n'est pas bon, ça veut dire que le but n'est pas celui-là. Donc moi, je vais chercher l'info. Je me la fais pas livrer. J'ai lu ce matin que les gens qui regardaient les news le matin au réveil étaient 20% moins heureux. Et comment tu veux... Enfin, je connais... Durant leur journée. Quand je rentre dans un café et que je vois BFM TV, je suis comme as, quoi. C'est un flow discontinu avec les stimulations de petits entrefilets où tu as toujours breaking news à côté, tu vois. Ah oui. Alors que c'est pas des breaking news, c'est la météo de demain. Mec, oui. Ça, plus le flow... C'est de la mise en scène. Le flow discontinu de débat. Mais en quoi t'es un expert? Quoi? Alors ça... T'es un commentateur de commentateurs, mec. Ouais. Tu fais même pas du commentaire, tu commentes ce que les autres ont commenté. Oublie-moi, quoi, tu vois. Donc moi, BFM TV, c'est que dans les troquets, où t'as une télé avec BFM, et tu fais... Arrêtez ça, quoi. Tu peux pas mettre MTV ou un truc, tu vois. Mais ça m'arrive très souvent de demander au patron d'un bar, alors que je suis là 4 minutes pour boire un café. Hein. T'as pas MTV je sais pas, pour habituer les gens à se détoxifier, quoi. Mais c'est leur responsabilité, hein. C'est comme les élections présidentielles, enfin. C'est votre responsabilité à tous. Moi y compris. Si on en revenait à ce divertissement. Ok. Tu fais aussi souvent l'acteur british Paddy Considine, notamment dans Mobland. C'est vrai, hein? Quelle merveille. J'ai kiffé cette série. C'est avec Tom Hardy, Pierce Brosnan et Helen Mirren et produit par Guy Ritchie. Qu'as-tu pensé du rôle? Prodigieux. C'est un comédien que j'avais doublé dans un film incroyable qui s'appelle In America, il y a 20 ans, 25 ans.
histoire d'un jeune couple d'Irlandais, gallois, je sais plus, qui arrivent à New York et qui sont dans l'espoir du rêve américain. Et ils ont pas une thune, ils galèrent. Enfin, ils se prennent dans la tête ce capitalisme terrifiant. Mhm. Et donc, jeune couple, une fille, et ils se battent dans la vie. Et ils ont un voisin dans le même immeuble qui est interprété par Isaac de Bancolé. Ok. Prodigieux comédien. Mais ce type, il passe à l'image, moi je suis comme ça. C'est comme Morgan Freeman, tu vois, c'est... Il y a une vérité, il y a un truc qui traverse, qui m'éclate le cœur, quoi. Et donc, il y a un rapport entre eux face à cette vérité-là, et ce type arrive avec ses traditions africaines, et il leur dit, ouais, la vie, c'est ça, quoi. Et le film est exceptionnel. Voilà, grand comédien. Comment ça s'appelle ? In America. In America. Je l'ai vu dans plusieurs séries. Ouais, puis les films déconnants, c'est pas Hot Fuzz, mais c'est L'Auberge du bout du monde. L'Auberge du bout du monde, est-ce que je l'ai vu celui-là ? Énorme. Mais oui, je crois que je l'ai vu. Il y a très longtemps. Des aliens qui arrivent. C'est toujours un délire. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'avant, il était vraiment connu au Royaume-Uni pour faire des trucs un peu comiques, voilà, des trucs, voilà. Et maintenant, il fait des trucs dramatiques incroyables. Prodigieux. Non, mais il est virtuose. Il a des ruptures, il se laisse impacter, tu sens, c'est grandiose. Mais plonger là-dedans, c'est un pur bonheur. Ah ouais ? Pur bonheur. De manière générale, parce que Mobland, c'est un truc de mafieux. Les trucs de mafieux, c'est ton truc ou pas ? Moi, ce qui me plaît, je vais dire oui, parce que moi, ce qui me plaît le plus, c'est comment un réalisateur arrive à te donner une vision de la société qu'il dépeint et dans laquelle tu fais « Ah ouais, ok, effectivement, ça c'est réel pour moi. » C'est vraiment... Ça donne du sens. Tu vois, toute l'évolution de la vie de ces personnages, ça donne du sens. Il se passe... géopolitiquement ou politiquement ou socialement, ça vraiment, ça veut dire quelque chose pour moi. Et là, ça me... Alors, quel que soit le registre, ça peut être une romance. Ouais. Tu vois, dans une romance, le gars, il t'amène à me montrer à quel point ces personnages sont perdus parce que le foyer culturel, là, actuellement, il est en abandon total de valeurs ou de repères. Et là, je fais, waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, on dirait du veau, comme dirait ma grand-mère. On rappelle je l'aime déjà, ta grand-mère. On rappelle que Considine était le roi dans la première saison de House of the Dragon, où il était magistral. Alors, c'est pas moi qui l'ai doublé. C'est Xavier Béjart. C'est Xavier, qui le faisait. Ouais. Mais c'est Jean-Marc Pentier qui le dirigeait dessus. C'est pour avoir vu les 2 saisons, la deuxième nous a laissé un peu sur notre faim, parce que déjà pas fini, mais bref. Quelle interprétation. La première saison était, et je crois pas être trop loin en disant qu'il portait la première saison. Lui et Matt, comment il s'appelle, Matt Reeves ou Matt, son frère, les deux là, dès qu'ils étaient dans une scène, tu te cramponnais à ton siège. Oui, je pense que c'est une vraie... C'est écrit comme ça, puis il y a eu une complicité, tu sens qu'il y a eu vraiment un truc avec le réalisateur, que ça a pris, quoi. Ils ont construit un personnage qui est... Wow. Et puis, il t'attrape dans une... il t'emporte dans un monde shakespearien. T'es bouche bée, en fait, tout du long. Mais lui, il était phénoménal. Et puis, il y avait une vraie trajectoire entre le début de la saison et puis la fin de la saison, notamment une décrépitude physique qu'il joue. Alors, il y avait du make-up. Quand tu le retrouves dans Mobland, tu fais « Ah, mais il est hyper jeune, en fait !» Alors que c'était un vieux crouton à la fin de la saison. Il le joue tellement bien que... incroyable. Donc, très, très bon comédien, souvent qui passe inaperçu, mais on peut toujours compter sur lui. Ouais, c'est facile. C'est-à-dire que c'est pas un comédien. Donc, alors. Non, mais ce sont des carrières qui sont ça peut être prodigieuses. Perçu péjoratif, ce que je viens de dire, donc je préfère corriger.
c'est pas une tête d'affiche, c'est ça que je veux dire. C'est pas quand t'as Mobland sur les trois têtes d'affiche, c'était ceux que j'ai cités, Tom Hardy, Helen Mirren et Pierce Brosnan. Pourtant, Paddy amène autant qu'eux, quoi. Tu vois? Ah oui, non, je suis complètement d'accord dans le. Donc quand tu vois la série, tu fais waouh, mais il est pas sur l'affiche, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est pas de sa faute, hein, encore une fois. Hein. Tu fais aussi James Franco. D'être sur l'affiche, c'est ça que tu veux dire? James Franco, tu fais aussi, mais pas toujours. Tu l'as fait dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Oui, c'est là que je l'ai découvert. Et dans un film qui était assez effroyable, réalisé par Danny Boyle, 127 heures. Tu te rappelles de ce truc? Oh, très très bien. Le mec a un accident dans le désert, il se coince le bras. Histoire vraie. Histoire vraie en plus. Danny Boyle, il a des bons films hein, quand même, ce petit Lascar. Extraordinaire. Le réalisateur commence sa carrière par Petit meurtre entre amis et Trainspotting. C'est fou. Il est à l'affiche en ce moment avec 28 ans plus tard, la suite de 28 jours et 28 semaines. Alors Philippe, ma question est la suivante. Où est passé 28 mois plus tard? 128 heures plus tard. Non, 28 mois. Parce que là, on a fait jour, on a fait semaine. Semaine et mois. Et maintenant, on est à an. Et on n'a pas... Ah oui, je ne sais pas. Alors bah ouais, je pense que c'est un choix délibéré scénaristique. Je ne sais pas, on ne saura jamais. Pourquoi moi, je suis triste. C'est quoi ton genre de cinéma? Bah, je l'ai abordé, je l'ai évoqué tout à l'heure. Je vais te dire un truc complètement dingue, mais Bakhtiar, son nom est imprononçable. Il y a 2 films qui m'ont marqué de ce réalisateur qui est malheureusement décédé très jeune. C'est Luna Papa et Le Costume. Si tu peux me lire son nom, Bakhtiar. Luna et Luna? Ouais, Luna Papa. Et en fait, ce sont 2 films, des petits films. C'est des productions germano-tsadzik. Je crois qu'il est tsadzik, le gars. Et il y a une humanité dans ces films qui est bouleversante. Luna Papa, film sorti en 99. Bakhtiar. Alors, t'es un salaud. Ouais. Par le cinéaste tadjik Bakhtiar Khoudojnazarov. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Et ce gars arrive à mettre à l'écran une poésie, une profondeur de vie qui me touche, mais d'une profondeur incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Le Costume, c'est très con, c'est 3 copains qui sont dans un port et qui ont besoin d'un costume pour trouver un boulot. Mais c'est très simple. Ça m'évoque... Alors, le mec, il est tadjik. C'est un peu comme Emir Kusturica, c'est des gars qui arrivent à te mettre une poésie et une folie de vie qui est très culturelle et qui t'embarque dans un univers et t'es collé à ton fauteuil. Et c'est jouissif. Ça m'a renvoyé directement à Kusturica. Ouais, c'est la référence qu'on connaît plus. Bah ouais, qui fait des films incroyables aussi. Et fou. Alors, quel est mon cinéma préféré? J'adore... être surpris finalement. Être éveillé. Je veux dire, Christopher Nolan, pour moi, c'est un des maîtres du moment. Ouais. J'ai vu une quinzaine de fois tous ses films. Ah ouais, ok. Ouais, quand j'aime un film, je le regarde, vraiment. Il t'amène à avoir un regard sur la vie, sur le monde dans lequel tu vis, ou en prenant un fait historique sur ce qui a amené à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Avoir ce recul, quoi. T'as aimé tous les Nolan? Ouais, de Following à Oppenheimer, tous. Ok. Ouais. Très bien. T'as aussi fait Johnny Knoxville, le leader des Jackass. Tu te rappelles de Jackass? Oui, c'est très anecdotique. C'est Boris qui le double d'habitude. Ouais. Ouais. Jackass, c'était foufou, c'était fifou. Surtout, je sais pas si t'as vu Bad Grandpa. Non. C'est un des films où je l'ai doublé. Ok. Où le principe, c'est qu'il est déguisé en grand-père et il est avec son petit-fils. Ok. Et lui, il pète des durites en permanence. Et donc, son petit-fils est l'alibi pour aller échanger avec les gens autour.
Et sa relation à son petit-fils interpelle les gens parce qu'il fait des débilleries, mais c'est phénoménal. Donc il se lâche à fond dans ce cadre-là. Petit-fils, grand-père. C'est un peu télé-réalité ou... Ah, c'est caméra cachée, surtout. Oui, c'est ça. Alors, je crois que je l'ai vu, effectivement. Mais c'était dans l'esprit Jackass. Oui, c'est ça. Oui. Sauf qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'aventure. Tiens, je vais me faire exploser 2 dynamites dans l'anus et puis on va voir ce qui se passe. Et youpi. Non, là, le contexte, c'est vraiment... oui, c'est scénarisé, quoi. Ouais, voilà, c'est scénarisé sur l'idée... Après, ça part en impro et en live total. Ouais. C'est papy avec son petit gamin de 7-8 ans, 10 ans, et qu'est-ce qui va se passer, quoi. Papy a envie de faire pipi, ou papy s'est caché, a mis son petit-fils dans une boîte en carton et il l'envoie par la poste. Et ils arrivent au bureau, et qu'est-ce qui se passe? Comment la factrice, elle gère, quoi. Oui, maintenant que tu me l'évoques, ça me remonte des souvenirs, effectivement. C'est du délire total. Tony Knoxville. C'est brillant. C'est brillant dans le genre, quoi. Ouais. Puis comme d'hab, en France, on critique les Américains et puis on les copie plus tard et en moins bien. Chez nous, c'est Michael Youn en 2003 avec les 11 commandements. Tu te rappelles pas de ce film? J'ai pas vu. Eh ben, c'est Jackass, mais... Ah ouais, d'accord. Refait en français avec la team de Michael Youn, en fait. D'accord. Bon. Ah non, mais Fatal Bazooka, mais quelle merveille ce film. Non, mais j'adore. Est-ce que j'ai vu ça? Fatal Bazooka? Je me rappelle même pas. Oh non. Ouais, je crois que je me rappelle pas. Faut que tu regardes ça. Je peux dû voir. Mais pipi culotte. Ah oui, donc... Pipi culotte. Mais ça parle aussi, ça raconte l'époque. Ouais. Et ce délire. L'époque d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, avec une licence qui est pas la même, avec... ouais, on regardait pas l'insolence de la même façon. Aujourd'hui, l'insolence, c'est de l'agressivité. Les gens sont tellement touchy, surtout. Ouais. Autre époque. Ouais, mais alors, c'est une petite pépite parce que c'est dans ce registre hyper bien foutu. Ça va très loin dans le trait, ça ose, ça n'hésite pas. Et ça, c'est bon. Quand tu t'inscris dans ce registre-là, tu y vas vraiment. Sinon, tu y vas pas, quoi. Ah, évidemment. Sinon, c'est mièvre. C'est mièvre. Donc, Michael Youn, il a cartonné là-dessus. Quelles sont les séries sur lesquelles tu as bossé qui te restent en mémoire? Je parle des séries. Pour différentes raisons, Unforgettable. Ouais. Pour cette complicité fabuleuse avec José et Raphaël Moutier. Ouais. Scandale. Ouais. Parce que c'est Perrette Pradier. J'ai eu vraiment de la chance de la rencontrer. Femme exceptionnelle. Et quel mentor, quoi. Quelle vision du métier, quelle vision du travail. Extraordinaire. Et puis, collaboration avec Marjorie France. Pur bonheur. Tu kiffes à chaque fois. Hein. Donc, je précise pour ceux qui sont perdus, tu parles des directeurs de plateau, là. Oui, pardon, oui, tout va bien, effectivement. Tout va bien. Oui, parce que... il faut absolument qu'on parle aussi de la collaboration, mais ça, on va revenir donc à 6 minutes 30 en arrière, quand on parlait de 127 heures. Ouais. Effectivement, collaboration, enfin, le gars est face caméra pendant 1h30, et Danny Boyle a sublimement scénarisé la chose pour t'amener à vivre la chose avec lui, enfermé dans cette grotte. Parce que le mec, c'est un mec qui est coincé dans un canyon, et pendant 2 heures, et tu te dis, bon, c'est pas très palpitant, pourtant le film il est palpitant. Donc tu dis, le génie de Danny Boyle, il est là, quoi. Tout en sachant la fin. Dès le début, tu sais la fin. Ouais. Waouh! Et donc, Isabelle Branins, directrice artistique, à l'écoute de tout, subtil, un pur bonheur, vraiment un pur bonheur, parce que tu prends boucle après boucle et tu plonges et t'oses et t'es entendu, t'es cadré, tu repars. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, collaboration avec Jean-Charles, ingénieur du son, parce que t'es tellement en proximité qu'il faut être totalement dans sa respiration.
La moindre expire, la moindre nervosité, faut être dans sa respiration. Et là, Jean-Charles a récupéré absolument tout. Et c'était prodigieux. Et je suis allé le voir travailler en mix après. Mais faut se rendre compte que ces gars mixent à 85 dB. C'est-à-dire avec un son hyper puissant. Comme c'est maintenant le standard dans les salles de cinéma. Donc le gars, il passe 8 heures par jour à 85 dB à entendre et le frottement du cil sur la paupière, truc, c'est fascinant. Et il travaille dans cette subtilité-là. Et donc la collaboration avec l'ingénieur du son est essentielle. Merci de le rappeler. Tu te rappelles combien de temps tu avais eu sur ce film? Je dirais 4 ou 5 jours. Wow. Oui, 4. Bah, il est là en permanence. Il est dans toutes les boucles, ouais. Et ce qu'on avait trouvé qui était très, très, très beau, c'était le travail sur la fatigue de la voix. Ouais. Parce qu'il y a un glissement. Et ça, c'est... Parce qu'au début, il appelle à l'aide, et puis lui, il est fatigué, et du coup... c'est-à-dire que, au début, il est dans le magasin avec son pote. Ouais, où tu vas? Je sais pas, je prends une carte, tiens, on verra bien. Ce genre de truc. Et progressivement, et l'accident, et la fragilité, et la soif, et la faim, et le désespoir quand il parle à la caméra. Ouais. Sa petite micro-caméra qui est là, et comment il se pète la voix en hurlant de désespoir. Intéressant, vous avez fait comment là? Et tu travailles sur l'échauffement des cordes vocales, comment elles s'échauffent, comment tu vas là-dedans, sur comment ça raille pour pas abîmer. Jamais de violence en art, sinon c'est pas de l'art. Et tu travailles sur comment ça gratte, comment ça épuise, tu vois. Ce que je pourrais pas te mimiquer là, puisque ma voix est chaude, il est 11h, on est peinard, je sors du café, j'ai bien dormi. Donc voilà. Trop bien. Parlons ensemble de ce bon Christian Bale que tu fais depuis Batman Begins, du fameux Nolan. Qui a dirigé la trilogie? Alors la trilogie, elle a d'abord été dirigée par Jenny Gérard, le premier. D'accord. Et après, c'était Michel Derain qui a pris les deux. Les deux d'après. Suivant. Wow. Et c'est donc Jenny Gérard et Laurie Rowe qui m'ont casté sur le personnage. J'allais dire, donc tu dois Christian Bale à... Tu sais, il y a eu des essais? Énorme, tout Paris. Ah ouais. Parce que Christian Bale, à l'époque, il avait déjà 15 ans de carrière. Il a commencé minot. Il a commencé tout jeune. Même 20 ans de carrière. Je crois qu'il a commencé au milieu des années 80. Il avait 13 ans, me semble-t-il, sur le film de c'est Le Soleil. Oh, pardon. Ah oui. Spielberg. C'est pas Rising Sun ou... Oui, c'est pas sur un truc du Japon ou de Corée. Oui. Je me rappelle plus. Et donc il était très très jeune. Et donc, puis après il a arrêté sa carrière pour la reprendre adolescent, on va dire. Et là, on lui a offert des rôles comme American Psycho. Psycho où il était. C'est là où il a explosé, ouais. Prodigieux. Ouais. Et c'est Jean-Pierre Michael qui l'avait doublé sur American Psycho. Et donc j'imagine que Jean-Pierre a aussi passé les essais, mais que c'était pas ce qu'il recherchait. Oui, je sais pas. Okay. Oui, je pense qu'il a évidemment travaillé dessus, et exploré. Tu sais pourquoi ce qui était difficile, honnêtement, ce qui leur a plu chez toi, c'est que quand on a fait l'essai, ça a duré 3 minutes. Et c'était ça, quoi. Et c'était ça, quoi. Ouais. Oui. Il savait tout de suite. C'est-à-dire que tu arrives en plateau et tu vois ce personnage, t'entends surtout cette voix. Tu te rappelles la scène? Non, je me rappelle l'écran noir avec un rond qui se balade. Ah oui, bah oui. Tu vois la tête de Batman, tu fais OK, bon. Et t'entends cette voix rauque. Et j'entends tout de suite beaucoup de brutalité, beaucoup d'agressivité. Donc déjà, c'était sur Batman et pas sur Bruce Wayne? Les deux. Ah, OK. Mais Bruce Wayne, c'était assez évident, tu vois, registre vocal, âge, c'était assez clair, assez simple. Mais c'est surtout sur cette brutalité qu'on a trouvé ce truc-là. Et la colère. Et on a fait une prise. Et j'ai vu Laurie Rowe qui souriait comme ça. Merci Laurie. Je te dis, c'est bien belle parti. aventure. Enfin, tu vois, quand tu arrives sur des choses où il y a
il y a un consensus assez évident tout de suite. Bon, t'es rassuré sur l'idée que... Après, tu sais jamais le contenu du film et où ça va t'amener, tu vois, mais déjà, tu pars, D'un bon pied. un peu heureux, quoi. Ouais. Comment t'as vécu l'expérience de faire Batman le plus cool des super-héros? C'est pas un mec cool. C'est pas un mec cool. Non, il est déchiré. Ah, clairement. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est, il est cool. C'est une il n'a façon pas de de parler. super pouvoir. Donc, sa Ouais. seule contrainte, son axe, c'est d'assumer l'héritage de son père. Et moral, et financier, et philosophique, sur les vues qu'il avait sur le devenir de Gotham. Donc, voilà, c'est d'assumer cet héritage-là et de trouver la bonne posture. Et donc, toute sa quête au début, c'est de trouver la bonne posture. Qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Comment tu l'as vécu, toi? Fabuleux. Son voyage. Fabuleux. C'était passionnant parce que tu vas aller chercher ça, tu vas aller chercher en toi ce qui fait vibrer ces cordes-là. Mais dans les circonstances imposées par le scénario. Le rapport paternel? Le poids de l'héritage? Oui, le poids et l'ambition que te donne la position que tu as. Ou le manque d'ambition au début, c'est un aveu d'échec. Il fuit. Il fuit parce qu'il a besoin de se reconstituer avant éventuellement de revenir. Mais à la limite, il n'y a pas, dans toute la narration, quand il raconte son errance, il n'y a pas l'ambition de revenir. Et l'ambition revient quand il commence à adopter cette idée qu'il va pouvoir en faire quelque chose. Avant, pour lui, c'est submergent. Et de rage et de désespoir. Et ses parents se sont fait assassiner, quoi. Au début du film, c'est un enfant. Ouais. Et puis, son exil le fait devenir adulte, en fait. C'est la quête initiatique. Il fuit. Ah ouais. Mais c'est de sa propre volonté. Ouais. C'est seulement quand il mature. C'est-à-dire quand il rencontre la Ligue des Ombres qui l'amène à penser sa position, que sa révolte, elle peut être réfléchie, elle peut être et donc servir. Et quand il prend ce point de vue-là, il se rend compte qu'effectivement il y a moyen qu'il se passe quelque chose, quoi, parce qu'il ne peut pas ignorer la responsabilité qu'il a. Ou alors la fuite, elle est d'aucuns seraient tombés dans la toxicomanie et se seraient suicidés, si tu veux. Il assume cette posture en se disant je peux en faire quelque chose. Parce que c'est la Ligue des Ombres qui l'amène à avoir cette réflexion. Et tout le dialogue qu'il a avec Alfred dans l'avion, c'est de dire ok, je vais faire ça de ma vie. Donc il va falloir que je trouve un symbole. Ce symbole, qu'est-ce que c'est? C'est ma source de peur primitive, la plus puissante que j'ai eue. Et donc cette peur, c'était la nuit passée dans le puits. Et quand il descend dans la cave, c'était une grotte sous le manoir familial, quand il descend dans la grotte, il est entouré par les chauves-souris et il sent que ça fait remonter la peur en lui. Et que cette peur, ok, elle peut être domptée. Et c'est ça, l'instrument. C'est en domptant sa peur qu'on... En faisant quelque chose. On évolue. En la regardant pour ce qu'elle est. Une peur. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au divertissement, tu disais il faut regarder la vérité en face, la réalité en face, et pas la fuir. Ouais, ou prendre des médocs, c'est plus simple, quoi. Oui, non, mais vraiment. Surtout pas. C'est ce que plein de gens font. Donc là, tu parles essentiellement de Batman Begins. Non, parce qu'après, c'est la même posture, mais face au premier opus, il se confronte à la société à laquelle il arrive, il essaye d'ajuster, il voit dans quelle possibilité réelle il a de prendre la main jusqu'à aller dégrader l'image qu'on a de lui en se comportant comme un connard. C'est ce que lui dit, je ne me rappelle plus le nom du personnage, mais le patron de Wayne Enterprise qui lui dit le fruit est tombé bien loin de l'arbre. Joué par il y a un mec qui est en train de qui va brûler le manoir là, donc barrez-vous les mecs, quoi. C'est juste ça, le moment, c'est ça, quoi. Donc il est confronté à des situations qui va devoir lui faire prendre des décisions et
Et c'est passionnant de plonger là-dedans. Voilà. Ouais. Donc, Opus 2, il s'est confronté à la société et il voit les limites de la société. Et là, il va devoir endosser le rôle du bad guy. OK, mettez sur moi les crimes, c'est bon. Et Double Face, on en fait un super-héros. Il n'y a pas de sujet. OK, on fait ça parce que c'est ce moyen de sauver la chose. Et après, Bane qui arrive avec une puissance destructrice phénoménale. Bon, bah là, va tout pour va tout, quoi. On ne sait pas ce qui se passera après, mais on y va. Qu'est-ce que tu penses que Nolan a amené à ce personnage? Une structure de scénario fabuleuse, une vision très humaine du personnage. Enfin, mettre en place le rêve d'Alfred. Alfred, quand il se déchire là dans ce couloir, et qu'Alfred lui dit OK, je dois partir parce que tu vois, j'avais rêvé d'un truc, c'est de te voir un jour dans un restaurant avec ta femme et tes enfants. Waouh! Ouais. Waouh! Ouais. Et le mec, il prend ça dans la tronche et Alfred s'en va. Parce que c'est allé trop loin. Et tu as cette image à la fin À la fin du film. C'est ça qui te reste, tu veux dire, comme... Non, il le montre vraiment. C'était quoi? Tu parles de quel film des trois? Le dernier. Le dernier, celui que j'ai vu qu'une fois parce que j'étais déçu par le 3, alors que j'ai revois-le. adoré le 1 et le 2. Revois-le. Mais donc du coup, je me rappelle pas du tout de l'image de fin. Ok. Toi, t'as autant aimé les 3? Ah ouais. Il y en avait un qui était plus jouissif qu'un autre à interpréter? Les 3 t'ont... On va dire le premier parce que ça a été le choc. Ouais. Mais non. Mais non, les trois. Ils avaient tous des contraintes différentes. Si je prends la position de l'interprète en doublage, c'était... dans le 2, il y avait des scènes extrêmement difficiles de débit avec cette voix où tu perds forcément beaucoup d'air parce que t'es en ouverture maximum et donc tu perds de l'air. Mais par contre, il faut assurer l'articuline et l'articulation et tenir ton intention et ton idée jusqu'au bout des phrases. Alors que eux, ils ont eu du montage. Toi, tu l'as pas, le montage? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire ton montage de Donc toi. il faut assurer. Il faut vraiment assurer. Ouais. Donc vraiment, il y avait ça comme contrainte dans le 2. Le 3... tu sais que c'est pas des films hyper bavards. Donc on avait... C'est un luxe absolu de travailler sur des 35 parce qu'on a du temps. Et on peaufine. Et puis, j'avais eu des projections avant. Donc, mais quel confort de travail, quoi. Trop bien ça. Tu vois, l'inconscient travail. T'avais été le voir à Londres? Ouais. Trop bien. Le 2. Le 1, on l'avait vu à Paris. Le 2, on l'a vu à Londres. Le 3, on l'a vu à Paris. Quand il est en Batman, Bale modifie sa voix. Il la rend plus rauque. Oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment différencier vocalement Bruce Wayne de Batman? Non, c'est tellement évident qu'on ne s'est pas posé la question. Non. Après, la chose était de savoir comment y aller. Et par chance, j'avais entendu une interview quand je faisais le jeu vidéo, le tout premier jeu vidéo. Ouais. Après, mais il y avait très, très peu de phrases dessus, c'était juste des annonces de début de jeux vidéo. Et j'avais entendu une interview sur le travail entre Christian Bale et Christopher Nolan sur cette animalité, comment y aller. Et donc, je m'étais évidemment servi de ça. Et c'est ce qui est raconté dans la scène de l'avion. Hein. C'est qu'est-ce qui te fait peur? Et comment tu vas aller, toi, mobiliser cette peur et y aller. Donc la peur, un sentiment, va se transformer techniquement pour modifier la voix. C'est-à-dire que, techniquement, tu sais où aller chercher ton grave. Mais si tu veux vraiment passer l'intention et vraiment nourrir ce qu'il y a derrière, c'est l'intention du mec. Pourquoi il prend cette voix? Il prend cette voix parce qu'il doit terroriser le mec qui est en face de lui. Il faut qu'il ait peur. Sinon, ça ne prendra pas. Et c'est tout le but du Batman. L'ombre qui plane sur la ville et qui va niquer n'importe qui est prêt à faire une rapine. Est-ce que tu as enregistré avec d'autres comédiens sur la trilogie? Oui. Tu me rassures.
Ah oui, c'était fabuleux. J'ai adoré assister au travail que Michel Dorin a fait faire à Caroline Victoria sur Catwoman. Ok. C'était très, très intéressant. Parce elle est très, très vive, et il fallait absolument aller trouver cette animalité, tu vois. Michel l'a amené à ça, euh, de façon extrêmement ludique, et c'était chouette, vraiment chouette à voir. Trop bien. Ouais. C'est elle qui t'est restée plus que les autres. C'est une anecdote parmi d'autres. Tu vois, j'ai une autre anecdote, c'est dans le cadre de la collaboration au sein d'un doublage tel que cela. Manu Mertens, l'ingénieur du son sur le 3, avait fait tout un travail sur la voix de Bane. Ouais. Parce que en français et en anglais, on n'a pas les accents toniques au même endroit, on projette pas de la même façon. Les Américains, pour nous paraissent sourds tellement ils gueulent. Mais non, c'est les accents toniques de leur langage qui donnent cette impression-là. Et en français, on n'a pas ces accents toniques au même endroit. Donc on en a. Et puis l'accent parisien un peu plus pointu, etc., qui a pris le dessus globalement sur la France. Et donc, le texte et la déformation d'une voix comme celle de Bane, c'est-à-dire un mec qui est obligé de survivre avec ce masque-là, sinon il souffre le martyre, il le dit. Donc il a forcément cette contrainte, et donc ça impacte son jeu et sa voix. Et les Américains avaient prévu un filtre pour transformer la voix du comédien français. Or, t'as pas le même support, t'as pas les mêmes appuis, donc ça marche moins bien. Yeah. Et Manu Mertens avait fait, c'est un génie, hein, lui aussi, qui avait fait un prémix, qu'il a proposé le prémix en disant voilà. Son nom me traverse et s'arrête pas. Tu parles du comédien ? Oui. Jérémy Covio ? Jérémy avait fait donc une proposition de travail. Manu travaille dessus pour aller vers cette cruauté et cette déformation contrainte. Fait une proposition, un truc. J'ai eu la chance de l'entendre, petit bijou, où là, t'as la cruauté, la brutalité du mec, tout le jeu de Jérémy, mais avec une déforme. Une vraie déforme, bien belle sentie, déforme, ouais. etc., qui n'était pas loin du truc américain. Il envoie ça. Réponse des Américains, non, vous avez un preset, utilisez-le, point barre. Mais le coréen, le japonais, le chinois, ils vont utiliser ce preset-là. Ils n'ont pas les mêmes accents toniques, ils n'ont pas la même vibrance de voix. Ça va pas donner le même résultat que voulait le réalisateur. Et ouais. C'est mort. Bon salut. Merci Manu, mais non. On fait pas de la traduction, on fait de l'adaptation. Voilà. Donc j'espère et je pense qu'on va arriver à des collaborations de cette finesse-là, quoi. J'espère. Avec les distributeurs. Quel est ton film Batman préféré ? Tu viens de me la poser déjà, je t'ai répondu. Non, ton film Batman. Ah, le film Batman. Pardon, bien vu. Honnêtement, alors le film, ma connexion à Batman, c'est une BD que j'ai toujours. Ok. De quand j'étais petit. Et donc, c'est ça ma connexion à Batman. Ouais. C'est toute l'imagerie que je me suis faite que j'ai découvert. Qui est venu par la BD ? Ce personnage, ouais. Oui, parce que c'est un des personnages, qui n'a pas de super pouvoir et qui a cette noblesse d'âme, ce truc. Et waouh. Moi, je trouvais ça très rafraîchissant quand j'étais gamin. Ouais, si je t'ai posé la question, parce que, évidemment, ma génération, moi, c'est plus les films de Tim Burton qui nous ont fait découvrir ce super-héros. Ouais. Et depuis, il y en a eu tellement. Donc, il y a eu la trilogie de Nolan, et puis récemment, il y a eu The Batman. Ouais. Donc, t'en as pas un. Je suis pas du tout rentré dans The Batman. Ouais. Je suis pas rentré dedans. J'allais le voir, bien sûr, mais. T'as pas kiffé. Je suis ressorti un peu quoi. Des fois, tu sors d'un film, tu te dis, la rencontre, c'est pas faite, quoi. Ah ouais? Ouais. Tu t'es fait chier, quoi. C'était en céphalogramme. Non, je vais pas aller jusque-là. L'idée, c'est qu'est-ce que ça raconte? Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il s'est servi de ce personnage? Et pour raconter quoi? Sur nous, sur le monde, la vie. Et je passe à côté. Ok. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est l'univers qu'il a amené. La noirceur, ouais. Mais comment tu le qualifierais, cet univers?
C'est-à-dire c'est plus quelque chose de d'abstrait. C'est-à-dire que Ok. la première apparition de Batman, t'entends le c'est pas avant de le voir. Genre rien que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Les mecs se tournent et pendant 30 secondes, t'entends les pas qui montent, qui sont lourds. Et ça, déjà, je trouve ça raconte plein de choses. Ok. Tu vois, ça m'a pas. Après, c'est ce qui est passionnant, c'est que la grammaire d'un réalisateur sur une œuvre Ouais. particulière, elle va t'embarquer ou pas, quoi. Et que t'es. Alors que j'essayais d'être vraiment Ouais, en j'imagine. sachant que c'était une autre œuvre. Ouais. Parce que la trilogie de Nolan est vraiment une trilogie. Ouais. En tout cas, que t'aies aimé ou pas, je recommande chaudement la série Le Pingouin. Ouais. Formidable. Ah ouais. Mm. Très bien. C'est sur quoi? Sur HBO. Ok. Je crois. Hein. Oui, je crois que c'est ça. Tu me mets le doute, mais. Est-ce que tu avais entendu l'audio de lui, Bale, sur le tournage de Terminator qui pète un câble sur le chef-op? Ça a fait le tour Oui. du monde, ce truc. Oui. Il s'énerve pendant 5 minutes. Honnêtement, C'était fou, ce truc. Je me rappelle pas. pour avoir un petit peu tourné, on est très loin de l'univers dans lequel il travaille, hein. Mais la pression est tellement ouf. Mhm. Si t'as un abruti qui vient et qui est en train de saloper ton boulot de concentration et de préparation, t'as vraiment envie de le buter, quoi. Ouais, donc tu comprenais Ah, son mais pétage de câble. je comprends même pas comment le réalisateur n'intervient pas pour cadrer très vite le truc. Comment il ose, le réalisateur, c'est sa responsabilité, c'est son plateau. Mm. Comment il ose laisser faire ça? Est-ce qu'il n'était pas là? Dans ces cas-là, c'est un des suppléants qui doit prendre le truc, mais qui doit gérer très vite, parce qu'il y a eu un raté. Il y a eu un vrai raté de la part de ce technicien. Je sais pas si c'était pendant la prise ou pendant la concentration, donc juste avant de Je tourner. crois que c'était juste avant. Mais effectivement, le chef-op se baladait quoi, dans le champ de vision de Christian Bale et ça l'a déconcentré et il est sorti du personnage et il n'a pas compris. En fait, il a... Bah, je sais pas, on travaille ensemble, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble, en fait. Moi, j'entends ça vraiment. Ouais. Et ce que j'entendais, c'était un comédien qui pétait une durite parce qu'il avait mis à disposition de son travail quelque chose qui est sorti comme ça parce qu'il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé, quoi. Quelqu'un qui s'est visiblement pas super bien comporté, en tout cas pas du tout professionnellement. C'est évident. Donc après, c'est l'énergie du comédien qui est sortie, et puis blablabla. Alors moi, j'en fais pas une. Enfin, tu sais, quand tu travailles un personnage, au théâtre, on va dire, parce que j'en ai beaucoup plus l'expérience, et puis ça dure plus longtemps. Je travaille 2-3 mois, et il est évident qu'il va y avoir des accroches. Il est évident qu'il va y avoir des impulses qui vont être très mal interprétés en face, parce qu'on est en fragilité, etc. Si t'as pas un capitaine au vaisseau qui va cadrer les choses et qui va donner le moyen de désamorcer le truc comme étant quelque chose de légitime et de normal, faut pas que ça dépasse tu vois. Il y a toujours cette lucidité de chaque interprète qui ramène, ouais, ok, enfin je l'ai dit et c'est bon, ça m'a fait du bien. Et puis voilà, et puis demain tout va super bien. Mais c'est normal que ça explose, sinon il n'y a pas d'aliment, enfin sinon on joue aux marionnettes, quoi. Est-ce que tu penses que pour crever l'écran, un acteur doit nécessairement avoir un caractère fort et explosif, comme ça a l'air d'être le cas avec lui? Non, faut qu'il y ait quelqu'un, en tout cas. Une personnalité. Faut que ce soit engagé et habité. Enfin, c'est être original, donc être originel. Et ton écran, ton œil, il fait glou. Parce que là, t'assistes à quelque chose, à un moment de vie. Mmh. C'est ce qu'on aime, hein. Sur un plateau de théâtre, c'est pareil. Un vrai truc que tu fais. Ah, mais quelle joie d'avoir assisté à ça. Il y a un truc qui se passe ou qui s'est passé. Ouais, j'ai vraiment vécu quelque chose. Ouais.
parlant de vivre quelque chose, en 2006-2007, tu es sur scène dans la comédie musicale Cabaret, mise en scène de Sam Mendes. Tu nous racontes? Expérience extraordinaire de faire partie d'une équipe et d'une aventure. Cabaret, le grand bonheur de cette aventure, c'était que Sam Mendes en avait fait on voulait en faire une pièce de théâtre dans laquelle il y a des chansons et un orchestre derrière. Et donc, avant tout, on était dans une structure de pièces vraiment lisible, claire, avec des tableaux extrêmement clairs, et dans lequel il y avait une folie, la folie du Kit Kat Club des années 30. Donc ça, c'était vraiment jouissif. Moi, je suis pas chanteur, je sais chanter, j'étais baryton Martin avant, mais je peux pas prétendre être chanteur, parce qu'il faut travailler son chant, si tu veux vraiment être chanteur. Et ce qui n'est pas mon cas. Donc, mais j'avais 2 chansons à chanter, et je m'en sortais très bien. Une aventure incroyable. Et puis de faire partie d'une machinerie comme ça avec 1300 personnes dans la salle. C'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Du moment difficile, mais jubilatoire, parce que tu travailles. Parce que tous les soirs, tu y vas, quoi. Alors tu parlais de la fatigue de la voix, travailler ça sur le film 127 heures. Ouais. En 2012, dans ce même studio, on avait enregistré tous les deux Call of Duty Black Ops 2, où tu faisais Mason, le rôle principal. C'était l'été, tout comme maintenant. Tu avais un peu souffert des longues séances. Ouais. Pourquoi enregistrer un jeu de guerre, c'est éreintant? Parce que la voix, c'est une vibration. Donc, tu as beau, c'est une vibration qui est provoquée par des muscles, sur un truc qui est un peu, pas cartilagineux, mais on va faire clair, qui est comme ça, et qui vibre. Donc, tu as beau savoir détendre ces muscles, les solliciter à bon escient, avoir un plancher du diaphragme très en place, très stable, et maîtriser ta colonne d'air bien, tu vois, souple, sans trop de tension. Il y a un moment, le frottement, il fait de la chaleur. Et puis, à un moment, cette chaleur, elle devient irritable. Enfin, elle devient de l'irritation. Et puis, ça peut même devenir de l'inflammation. Et puis, si tu n'as pas cette maîtrise technique de la colonne d'air, ça coince, souvent ça coince, etc., ou que ce jour-là, ça coince, que tu as des tensions qui font que tu coinces, ça fatigue. C'est tout. Alors, tu as des très bons techniciens qui vont pouvoir hurler pendant 1 heure. Mais au bout d'1 heure, quand j'ai travaillé sur Batman, j'ai demandé aux copains de l'époque, Jacques France, Patrick Poivet et José Lucioni. Tous les 3, j'aurais posé la même question. Quand ça se fatigue, tu fais quoi? Ça se fatigue, et c'est normal. Tous les 3. T'inquiète pas, Philippe, c'est normal. Tu es humain. Ok. Tu vois, des fois, tu te... Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été travailler avec une phoniatre. Et là, je vais recommencer une session d'orthophonie. Tu nous rappelles ce que c'est qu'une phoniatre? Une phoniatre, c'est un médecin spécialisé dans la phoniation, c'est-à-dire le fait de faire du son avec sa bouche et cette colonne d'air. Merci bien. Phone, du son. Et là, je vais recommencer une période de rééducation, parce que j'ai le syndrome de plein de comédiens qui ont des voix lourdes, c'est-à-dire que sous les cordes vocales, tu as de gros muscles, et ces muscles sont devenus hypertrophiés, parce que trop musclés, et c'est mal sollicité. Donc, étant un peu surutilisé, un peu gros, il y a un léger écartement des cordes vocales qui provoque une perte d'air. Et cette perte d'air, elle m'embête pour avoir cette tenue de voix constante. Donc je vais rééduquer ça.
C'est un travail qui est simple, qui est clair. À partir du moment où tu connais la mécanique, tu fais de la mécanique. Et tu rééduques comme ça. Voilà. Et puis qu'à répéter le même mouvement. Et... Oui, c'est des articulations qui t'amènent à entendre et à sentir où est-ce que tu perds de l'air et où est-ce que tu n'en perds pas. Ah oui, ok, ouais. Tu vois. Waouh. C'est pointu, c'est précis. Ouais, bah oui, c'est de la mécanique de précision, quoi. Ouais. Et puis comme je viens d'arrêter de fumer, j'ai besoin aussi vraiment de vérifier l'outil, quoi. Parce que tu fragilises encore plus la voix quand tu arrêtes de fumer? Je ne sais pas. Ah oui. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'avais un copain qui était plombier et qui était au Théâtre du Châtelet et il tenait le cendrier de Montserrat Caballé avant qu'elle rentre sur scène. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux chanter et cloper comme un cochon. Et que l'autre information que j'ai, c'est que la fumée de cigarette lubrifie un peu les cordes vocales. Donc il se peut qu'il y ait ce moment, mais je pourrais t'en dire plus quand j'aurai traversé cette période. Ouais. Il se peut qu'il y ait ce moment où les cordes s'assèchent un peu et que la lubrification naturelle doive revenir tranquillement, avec souplesse. Après, on n'est pas tous pareils aussi. Et on n'est pas tous pareils, donc je ne sais pas comment ça va se provoquer chez moi, mais voilà, il y a ça. Alors, je profite donc de cette petite conclusion pour dire à quel point je trouve le film The Dark Knight extraordinaire. Derrière son habit de blockbuster estival, le film transmet plusieurs messages profonds dans la complexité de la moralité. Il montre que même les héros doivent faire face à des choix difficiles et que la justice n'est pas toujours noire ou blanche, mais souvent grise. Le film souligne aussi l'importance de la responsabilité individuelle et la nécessité de faire face à ses peurs pour affronter son destin, tu l'as dit tout à l'heure. Il nous offre une réflexion sur la vulnérabilité de la société et la nécessité de rester fidèle à ses principes, même dans les moments les plus sombres. Quel est ton sentiment sur tout ça? Oui, mais c'est joliment dit. Mhm. Après, c'est là où je suis très très méfiant, c'est pour ça que je ne lis jamais aucune critique. C'est que la façon dont tu perçois une œuvre ou l'œuvre te touche ne peut très difficilement être rédigée. Ouais. C'est très très compliqué. C'est subjectif, de toute façon. C'est subjectif et puis c'est pas toujours intellectuel. Après, il y a toujours un moment où ton inconscient est là, et l'inconscient, c'est toujours une position d'équilibre. Le monde est toujours dual. Ce sont deux valeurs en opposition, et tout est une question d'équilibre. On fait la boucle parce que ça me fait penser beaucoup à la spiritualité égyptienne de la 18e dynastie. Mm-hmm. C'est que ce qui existe est un point d'équilibre. Et donc forcément, il y a au moins deux forces en présence. Et ton inconscient sait ça. Ton inconscient, il sait que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est juste là. Et ce là, il est très difficilement définissable. Parce que toi, tu sais. Et c'est ta singularité qui fait que tu as un point de vue singulier sur la chose. Tu es originellement ce point de vue-là. Tu es unique à avoir ce point de vue-là. Donc, la verbalisation n'est pas toujours évidente. Et elle est limitative, forcément. Donc, bien sûr. Voilà, aborder les sujets, mais aborder les thématiques d'une œuvre, mais comment toi tu l'as perçue, comment tu l'as vécue, quel impact elle va avoir sur toi. Est-ce que tu sors de la lecture d'un bouquin très différemment que lorsque tu y es entré. Donc, il y a eu ce travail, cette complicité avec l'auteur, où il t'a amené, la façon dont il t'y a amené. Ça a pris du temps, ta lecture, et ça... Tu te rends compte de façon évidente qu'il y a eu transformation. Mais tu vas pas la verbaliser. Pas nécessairement. Tu préfères vivre les choses que les dire? Ah oui. Oui, parce que pour les dire, il faut les avoir vécues. Sinon, tu racontes autre chose, quoi. Oui, il faut toujours baser... j'essaye de toujours baser ce que je dis sur une expérience humaine, sur quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a questionné, qui m'a nourri. Merci Philippe. Merci Mathieu, c'était un plaisir. Mais il y a 10 minutes qu'on a commencé. Ça passe vite. Hein. C'est vrai. En fait, j'avais une dernière question. Mais je voudrais bien refaire l'introduction. Je trouve que c'est bien de terminer par l'Égypte, parce que tu avais commencé par l'Égypte. Et du coup, c'est marrant. Ouais. Tu veux refaire l'intro? Qu'est-ce que tu veux raconter? Bah ouais. Parce que je voulais raconter plein d'autres choses
Tu reviendras. Avec grand plaisir. Allez, salut l'artiste. Merci.